Donc nous enchaînons. Nous accueillons maintenant en visioconférence une personnalité qui, pour des millions de Français, incarne le patrimoine, Monsieur Stéphane Bern. Je sais qu'il avait peu de temps. Je le remercie vraiment d'avoir accepté cette audition. Je suis bien sûr accompagnée de Monsieur Pierre-Jean Verzelen, qui est donc le rapporteur. Je pense que le mieux, c'est de vous laisser la parole tout de suite. Je sais que vous êtes intervenu en audition auprès de nos collègues Pierre Ouzoulias et Anne Ventalon sur une mission qui concernait le patrimoine religieux. Je sais que vous êtes venu à d'autres occasions pour nous parler d'ailleurs des architectes des bâtiments de France. Donc c'est un plaisir vraiment de vous avoir. Le sujet donc vraiment c'est le cœur de notre mission, le périmètre d'intervention des architectes des bâtiments de France. Je sais que vous êtes aussi très mobilisés sur la ruralité. Comment est-ce que vous les voyez intervenir là? Enfin, votre éclairage nous intéresse. Je vous laisse la parole avant de céder la parole tout à l'heure au rapporteur. Je crois que vous avez un impératif. Vous devez nous quitter à 16h30. C'est bien cela? Oui. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à tous de m'auditionner. D'abord, c'est toujours une joie de parler avec les sénatrices et les sénateurs. D'abord parce que le Sénat a toujours le souci de la ruralité et de la défense du patrimoine, ce dont je tous les unes et les autres. Un premier point, puisqu'il m'a été demandé de réfléchir sur l'utilité des politiques de protection du patrimoine en France pour la préservation des paysages, et d'abord rappeler le rôle des UDAP qui veillent au respect de l'application des réglementations en matière à la fois de patrimoine, d'urbanisme et d'environnement, et qui accompagnent au fond les collectivités territoriales et les propriétaires privés dans leurs projets de travaux, notamment dans des immeubles situés dans les espaces protégés pour leur intérêt patrimonial, tels que les SPR, qu'on appelle les sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites classés ou inscrits au titre du Code de l'environnement. Alors, dans le cadre de l'étude des candidatures reçues chaque année pour la mission patrimoine, certaines délégations de la Fondation du patrimoine associent des ABF au choix des dossiers qui sont ensuite remontés au comité de sélection lors de réunions conjointes qu'on a avec les DRAC, les délégations régionales de la Fondation du patrimoine à ce sujet. En effet, la mission patrimoine que je porte est déployée par la Fondation du patrimoine avec le soutien appuyé des DRAC qui valident notamment en amont les dossiers concernant les projets protégés monuments historiques. Et c'est vrai que dans la région, les ABF sont ainsi associés au choix des projets non protégés parce que c'est important. Et c'est vrai que si nécessaire, la Fondation du patrimoine les sollicite aussi pour valider la qualité du programme de travaux prévu par un propriétaire, notamment en cas de doute, quand on a un doute sur l'importance ou l'intérêt de tel ou tel dossier. Le rôle des ABF, pour moi en tout cas, est primordial dans la protection et la préservation du patrimoine français dans sa diversité. Ce sont au fond les gardiens du respect des caractéristiques patrimoniales propres à chaque territoire, et en ce sens, leur avis conforme, et c'est vrai parfois contraignant, est indispensable. L'ABF est également un référent dont l'expertise est précieuse pour les collectivités qui souhaitent travailler sur la création d'un périmètre de protection comme les SPR. Et ici, dans mon village, on est en train de développer justement un site patrimonial remarquable. Donc, je mène des réunions à ce sujet. Donc, c'est vraiment le cœur de ma problématique ici, puisque nous avons le labellisation petite cité de caractère. Et pour cela, il faut un SPR, un site patrimonial remarquable. Mais ils sont sollicités aussi, les ABF, plus largement, lors de l'élaboration d'un PLU, plan local d'urbanisme. Sa mission de conseil s'applique également aux propriétaires privés sans que les recommandations formulées ne soient obligatoires, même si vous vous en souvenez, en 2017, je m'étais indigné de la loi qui libéralisait tout cela. Et je sais que le Sénat avait été beaucoup plus en pointe que l'Assemblée nationale à ce sujet, parce que c'est important d'avoir une police du patrimoine, c'est important d'avoir un avis conforme des ABF. Et vous savez, je donne un exemple qui peut vous faire sourire, c'est que autrefois les maires plaignaient beaucoup des ABF. C'est pour ça qu'on a voulu leur couper la tête aux ABF, ou en tout cas leur rogner les griffes. Parce qu'ils se disaient, oui, mais moi je suis pour que vous créiez une véranda immonde, mais mon ABF ne veut pas.
Alors, ça servait de paravent, en quelque sorte. Ça permettait au maire de ne pas être en première ligne. Aujourd'hui, s'il accepte une chose immonde dans un périmètre protégé, eh bien, il enlaidit son village, mais c'est vrai qu'il gagne une voix. Et s'il refuse, ben, il perd une voix et il protège son village. L'ABF servait de paravent. Il disait, moi je suis pour que vous fassiez cette horrible construction, mais mon ABF ne veut pas. Mais maintenant, évidemment, tout est laissé à la discrétion du maire. Donc voilà, pour moi, c'était très important d'écouter les ABF. Alors maintenant, vous m'avez interrogé sur la suffisance des moyens publics en faveur du patrimoine, et notamment au niveau des UDAP. Il y a effectivement, et je me rends compte tous les jours, un manque de moyens humains. Dans certains départements, en raison d'un manque d'effectifs ou un nombre trop important de dossiers à traiter, eh bien, le délai des réponses des UDAP aux demandes d'avis conforme, dans le cadre notamment du label qui est délivré par la Fondation du patrimoine, peut durer plusieurs mois. Ce qui pousse, par exemple, des propriétaires privés à abandonner leurs demandes. Et même, ça peut bloquer le démarrage de certains chantiers. Pour d'autres, ce sont les exigences formulées, disparates d'un département qui posent problème et créent pour les propriétaires de l'incompréhension. On ne comprend pas pourquoi un ABF dans un département n'est pas en conformité avec celui d'un autre département. Et donc, je crois que dans un premier temps, il faut renforcer les équipes des unités départementales, voilà, des UDAP. Ça doit être renforcé. Dans le cadre du label, il y a une autre piste pour accélérer le process, c'est décharger les ABF. Ce serait la délégation de l'avis conforme pour des projets simples. Et ça pourrait être fait aux techniciens au sein des UDAP. Ça serait une possible piste. Et puis, il y a peut-être la clarification, l'harmonisation aussi des exigences techniques des UDAP. La volonté de la Fondation du patrimoine avec laquelle je travaille est de travailler à des normes techniques uniformisées avec les UDAP, qui sont les critères essentiels à leur avis favorable pour la qualité, par exemple, des programmes de travaux engagés. Et cela afin notamment d'accélérer le processus de délivrance de leur avis. Par exemple, on a créé, il y a une expérience réussie d'un guide commun qui serait diffusable aux propriétaires. Ça a été fait dans ma région, la région Centre-Val de Loire. Donc, il y a un guide commun qui est diffusé aux propriétaires avec des critères établis, des règles établies. Ça permet de mener tous ensemble une réflexion au sein de la DRAC avec tous les ABF pour aboutir finalement à un cahier des charges commun, ce qui permet d'uniformiser, d'harmoniser toutes les exigences techniques. Et c'est vrai que je me fais le porte-parole aussi de la Fondation du patrimoine. Ils aimeraient que les ABF puissent se dégager du temps afin de pouvoir développer avec leur expertise une action en matière environnementale. Par exemple, développer des labels sur les parcs et jardins, identifier des projets vertueux de restauration du patrimoine qui prennent en compte les enjeux d'éco-rénovation pour amplifier encore davantage l'impact environnemental du secteur du patrimoine. Parce que je pense qu'on ne peut pas détacher le patrimoine bâti du patrimoine naturel, du patrimoine environnemental. Et sur ces aspects, les compétences et les avis des ABF pourraient être précieux pour définir à la fois des recommandations, diffuser des bonnes pratiques et puis participer au choix des projets enseignés. J'ai d'ailleurs, avec la Fondation du patrimoine, on a fait des recommandations que je pourrais d'ailleurs vous faire passer parce qu'il y a effectivement des difficultés qui se sont fait jour, notamment pour tout ce qui est les liens entre la fondation, en tout cas des propositions de perspectives, en tout cas pour des process entre les UDAP et les délégations régionales de la Fondation du patrimoine, qui, je le rappelle, jouent un rôle important. D'abord, ce sont des bénévoles qui me remontent les dossiers, qui me permettent ensuite de donner l'argent du loto du patrimoine. D'abord, il
il y a une formidable coordination entre les équipes locales de la Fondation du patrimoine et les UDAP qui travaillent dans la majorité des cas en bonne entente pour la préservation du patrimoine de nos territoires. Parfois, on a quand même des retours du terrain dans quelques départements où on pourrait envisager quelques évolutions. Notamment, les UDAP, je l'ai dit, font face à un accroissement des demandes. Il y a beaucoup de dossiers à traiter, notamment des demandes d'urbanisme, un manque de moyens humains. Ça, c'est ce qui revient en permanence dans tout ce qui m'est rapporté. Et souvent, alors, les dossiers portés par la Fondation du patrimoine ne sont pas prioritaires et souffrent de longs délais qui découragent, comme je vous l'ai dit, les porteurs de projets, particulièrement les porteurs privés. Donc, je pense que dans le cadre du label de la Fondation du patrimoine, il faut aller vers une clarification, une harmonisation des exigences techniques des UDAP, faire reconnaître l'expertise technique de la Fondation, parce que la Fondation du patrimoine apporte ça. Et puis une autre piste pour accélérer les process, ce serait donc la délégation de l'avis conforme pour des projets simples qui seraient donnés aux techniciens même au sein des UDAP. Et puis peut-être on pourrait envisager la définition d'un délai commun de réponse. Peut-être on pourrait dire qu'un bon délai, moins pour l'avis des ABF, qui serait favorable. Mais dans la charte signée en 2009, je crois, il y avait un délai de 30 jours ouvrés qui était indiqué. Et pardon de le dire ici, mais ce délai n'est pas respecté. Et puis, on pourrait aussi imaginer une digitalisation de la transmission des dossiers. Ça faciliterait le partage des documents lorsqu'il faut remplir un certain nombre de formulaires. On pourrait automatiser certaines relances. Ça serait vraiment des choses à envisager. Mais avec la Fondation du patrimoine, on vous a préparé des notes. Je ne veux pas me perdre là dans tout ce qui pourrait être amélioré, mais je crois en tout cas qu'il y a plein de choses que je pourrais mettre à votre disposition justement dans ce cadre-là, qui serait pour améliorer, pour fluidifier les relations entre les UDAP et puis permettre aux ABF de donner un avis favorable plus rapidement. Mais quand c'est plusieurs mois, 6 mois, je vous assure, ça décourage les porteurs de projets. Bien, je vous remercie déjà pour ces propos. Monsieur Berne, je passe la parole au rapporteur. Bonjour Monsieur Berne, j'allais dire Monsieur le maire. Merci de votre intervention, très synthétique avec plein de choses dedans. L'entretien est court, mais c'est très dense. Je ne poserai qu'une seule question pour que mes collègues puissent s'exprimer. Vous savez qu'un certain nombre de maires, qu'un certain nombre de porteurs de projets privés, dû au manque de moyens, n'ont pas la possibilité de rencontrer les ABF ou même les gens de l'UDAP et se limitent à l'avis qui va leur être donné, qui peut être un avis défavorable, qui peut être un avis favorable avec des recommandations qui leur paraissent très lourdes. Et on voit bien que les décisions qui sont rendues par l'ABF peuvent être vécues par des élus ou par des particuliers avec, vous avez dit le mot, d'une forme d'incompréhension, des fois d'une forme d'injustice et même, j'ose le mot, des fois de mépris social sur le thème « Ah, mais pour ma maison, moi, je ne sais pas ce qui est beau, je ne sais pas ce qui est bon. » vous voyez. Et on voit bien qu'il y a un problème de sensibilisation, peut-être même de l'enseignement au patrimoine. Et je voulais avoir votre vision des choses sur le sujet, peut-être d'incorporer cette sensibilisation au patrimoine dans l'enseignement scolaire, etc. Comment voyez-vous les choses pour que les uns et les autres, nous nous sensibilisions de plus en plus à notre environnement patrimonial ? Monsieur le rapporteur, vous avez tout à fait raison. Vous soulignez le point essentiel, c'est comment faire, et c'est tout mon travail, pour que la jeune génération, celle qui arrive, soit sensibilisée au beau, à l'art, au patrimoine, au respect du patrimoine bâti et du patrimoine naturel et environnemental. C'est tout l'enjeu. Je suis le parrain d'une association qui s'appelle les Enfants du patrimoine. On essaie de transmettre à ces générations qui devront prendre la relève et assurer la protection du patrimoine. Vous parlez d'incompréhension, c'est évident. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'arbitraire décide parfois de ce qui est beau, de ce qui est bien. J'ai plaidé auprès du président de la République depuis tant d'années, ça fait 7 ans maintenant que je parle pour une police du patrimoine, pour une chose où on pourrait décerner des... Enfin, pardon, mais on ne fait pas respecter le patrimoine. Il y a des périmètres protégés.
Et les gens ne comprennent pas qu'on vient leur chercher des noises pour quelque chose où ils ont fait des travaux qui leur ont été demandés, mais qui ne comprennent pas à la DRAC. Et ensuite, d'autres ont la latitude parce qu'on n'ose pas leur dire. Ils ont fait des choses qui sont monstrueuses dans un périmètre protégé. Et ça manque d'harmonisation, ça manque de cahier des charges très précis, de respect des périmètres aussi. Vous avez raison de dire, moi j'ai ici une nouvelle ABF et je l'ai rencontrée à la préfecture d'Eure-et-Loir. C'est vraiment, je vous parle de choses à la hauteur d'homme, c'est-à-dire de ce qui se passe dans l'Eure-et-Loir. Vous voyez, et je l'ai vue à la préfecture à Chartres. Elle m'a dit, oh, vous comprenez, je n'ai pas le temps de venir vous voir. Le préfet, lui, a le temps de venir, mais l'ABF n'a pas le temps. Et donc, ça paraît extraordinaire. Et en revanche, à 2 heures de route, il y a Orléans, et la conservatrice en chef des monuments historiques prend, elle, le temps de venir me voir. Vous voyez combien c'est devenu. Vous imaginez, pour un particulier comme moi, certes connu, et les gens ont plutôt l'habitude de s'inviter pour venir voir mon monument historique. Mais l'abbatiale qui est juste derrière moi, que vous ne voyez pas parce que je suis à contre-jour, je crois, mais l'abbatiale qui a besoin de travaux, etc., l'ABF ne vient pas. C'est-à-dire qu'il y a 2 poids, 2 mesures, il n'y a pas de... Alors, on a fait une loi NOTRe, évidemment, qui fait en sorte que la DRAC à 16 départements doit faire des milliers de kilomètres pour pouvoir aller voir chaque petite église de village. Mais on est loin des préoccupations des... J'aimerais trouver la bonne solution. Et je pense que les délégués de la Fondation du patrimoine qui font un travail incroyable sur le terrain pourraient justement servir de relais. Il faut trouver peut-être des relais pour rendre les choses moins abruptes, mettre du lien avec les collectivités territoriales d'une part, les petites communes qui se sentent complètement larguées. Et Dieu sait que je fais en sorte qu'au niveau départemental, il y ait ce qu'on appelle de l'ingénierie, de l'aide à l'ingénierie administrative. Et puis les particuliers qui se sentent, il y a 2 poids, 2 mesures, ils se sentent, vous parlez d'incompréhension, et j'en ai parlé aussi, c'est ça, ils ne comprennent pas pourquoi les avis ne sont pas qualifiés, les avis ne sont pas explicités, comment ils ne comprennent pas. Donc là, il y a tout un champ en friche, et là, on peut travailler. C'est pour ça que je vous ferai passer, avec la Fondation du patrimoine, les 2 notes qu'on a rédigées conjointement pour essayer de trouver justement comment harmoniser les liens avec la BF et les UDAP. On vous en remercie de cette contribution écrite, j'ai envie de dire. Et bien sûr, si d'autres éléments vous viennent en tête, vous pouvez toujours nous écrire jusqu'à avant début juin, la semaine prochaine encore, si ça ne... Même mi-juin. Voilà, vous pouvez aller au-delà. On recueille tous les éléments, tous les témoignages, et après, il y aura un beau rapport à écrire. Qui souhaite prendre la parole parmi les collègues présents? Est-ce que certains souhaitent prendre la parole? Sabine Drexler. Oui, bonjour, Monsieur Berne. Alors, la commission culture du Sénat est très inquiète par rapport au patrimoine non protégé également, qui fait les frais actuellement d'un DPE que nous estimons inadapté au bâti patrimonial, et des préconisations également qui sont faites par rapport à tout ce qui relève de l'isolation énergétique. Je pense en particulier à l'application de panneaux de polystyrène sur des pans de bois ou même des maisons en pierre. Et là, en fait, on parle de secteurs où l'ABF, justement, n'intervient pas et où vraiment tout est possible. Alors, nous aimerions avoir votre avis sur ce fameux DPE. Et je me posais la question de savoir s'il ne faudrait pas actuellement, au regard de ce qui se passe notamment depuis la loi climat et résilience, pouvoir identifier tout le patrimoine, tout ce qui fait patrimoine en France, y compris dans les secteurs qui ne bénéficient d'aucune protection. Merci beaucoup. Madame la sénatrice, je sais que vous avez fait un travail remarquable que je lis d'ailleurs sur la commission culture et vis-à-vis du patrimoine que vous m'avez très aimablement envoyé ces derniers mois.
Vous avez 1000 fois raison. C'est ce qui remonte en tout cas de tous les propriétaires d'un patrimoine protégé et qui se sentent démunis face aux nouvelles règles qui s'imposent pour justement l'isolation. Et alors, quand j'en discute avec les différentes DRAC, on me dit qu'il y a des dérogations qui permettent justement de sortir de cela. Mais là, je pense que vous avez raison. Il faudrait poser la... J'ai posé la question à la ministre de la Culture et peut-être vous allez l'interroger à ce sujet. En tout cas, je lui ai posé la question la semaine dernière en disant que ce qui me revient, c'est qu'effectivement, les propriétaires privés se sentent vraiment démunis. On leur demande des choses aberrantes, par exemple de changer les volets, de changer les fenêtres qui datent du XVIIIe siècle, les huisseries qui ont été protégées à grands frais. Et maintenant, on leur demande de les transformer pour mettre du triple vitrage. Enfin, vous voyez, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'au nom de cette loi, on applique les normes européennes qui s'appliquent de façon drastique sans aucune préoccupation à la fois de l'habitat régional, des caractéristiques régionales de notre pays, parce qu'on ne défend pas une ferme comtoise comme une longère percheronne ou comme une maison basque. Donc il y a là vraiment une inquiétude qui naît de la part des propriétaires privés. Je n'ai pas la réponse à votre question, malheureusement, mais je dois participer vendredi après-midi pour les 100 ans de la demeure historique à Villandry, à une table ronde, justement, où l'État sera questionné, justement, sur ces questions d'imposer des normes à des gens qui ne... si vous voulez, ces normes vont détruire le patrimoine. C'est-à-dire qu'on est arrivé à cette aberration. Les normes qui vont s'imposer au patrimoine vont détruire le patrimoine. Donc on est en parfaite contradiction avec tout qu'on me demande de mener pour protéger le patrimoine. Je pense que vous êtes un véritable allié, en fait. Et on a besoin d'entendre la voix de personnes comme vous, en fait, pour faire comprendre ce qui est en train de se passer, parce que c'est éminemment grave, vraiment, pour ce qu'est notre pays. Merci. C'est tout le patrimoine régional, de commune en commune, de village en village. Vous savez, je présente le village préféré des Français, je vois beaucoup de maires. Certains sont désespérés. Ils ont le sentiment qu'on leur demande à la fois de protéger le patrimoine et en même temps de prendre des mesures qui vont le détruire. On est en totale contradiction. Et voilà, l'application de ces normes est une catastrophe pour notre patrimoine. Donc, encore une fois, on va solliciter l'État. Moi, je me fais le porte-voix. Je n'ai pas la réponse, malheureusement. J'appartiens à la société civile. J'ai une mission qui me permet de sauver jusqu'à présent 875 sites. On va en sauver 120 autres cette année. Mais dans le même temps, je vois tout le patrimoine non protégé qui souffre terriblement de ces normes qui vont lui être imposées. Donc, merci, Madame la sénatrice. Vous avez tout à fait raison de soulever ce problème. Merci à vous, Monsieur Bern. Y a-t-il d'autres questions? À la table ronde, vous retrouverez un collègue qui est présent mais qui ne s'est pas exprimé, c'est Vincent Eblé. Voilà, je connais bien Vincent, voilà. mon ami, et qui a présidé la commission des finances avec beaucoup de talent et qui défend le patrimoine partout où il est. Ah oui. Oui, ce patrimoine qui n'est pas protégé, il est souvent rural. Et c'est compliqué pour les communes rurales et les maires de petites communes d'avoir toujours des ressources techniques ou humaines en interne pour garantir la protection du patrimoine, donc, et financière également. D'autres questions? Non? Donc, on vous remercie infiniment. Et donc, si vous avez vraiment, on est preneur de ce que vous pouvez nous donner comme écrits qui vont abonder l'écriture du rapport. Merci d'avoir pris le temps. Je vous envoie ça. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, et bon travail. Merci à vous Au revoir. de défendre le patrimoine. Au revoir.